tâche vraiment ingrate. Le ministère public ne se réjouit jamais de réclamer cette sentence, mais Cecil Fox a assassiné un juge, inspecteur, un collègue cher à nos cœurs. Je ne voulais pas vous froisser. Le juge Meade était un homme de bien. J'espère que vous n'êtes pas de ceux qui donnent dans la sensiblerie. Ce Fox n'est rien d'autre qu'une larve échappée de l'enfer. Monsieur Dillard et moi le renvoyons simplement à son maître. Même si la sentence est méritée dans le cas de Fox, assister aux exécutions est un devoir auquel je ne m'accoutume pas. Je prendrai soin de vous. Vous aurez une mort rapide et sans souffrance. Une chance que j'ai coffré ce pourri. Je dis que la mort, c'est tout ce que certains méritent. Ceux qui remettent en question le bien fondé de la peine capitale oublient une chose, vous indiquant par là que la société sait se montrer intransigeante face au mal. De notre Père. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une livraison. Monsieur Catchpole. Et je suppose qu'il s'agit de Monsieur Cecil Fox. Oui, madame. Aidez-moi à le mettre sur la table avant que je ne m'occupe des formalités. Prêt? Vous vouliez me parler, Monsieur Catchpole? Monsieur Pleasant dit que je suis le meilleur apprenti qu'il ait jamais eu. Ah oui? J'en suis heureuse pour vous. Je vais devenir le meilleur bourreau qu'on ait jamais vu. Je n'en doute pas. Bien. Vous devriez y aller. Oui, madame. Content de vous avoir vu, docteur. Prononcez un seul mot et vous êtes morte. Vous avez subi un choc sévère. Êtes-vous sûr d'en être remise? Je me sens tout à fait bien. Ce tube de métal, c'est bien. Oui, George, il semblerait que M. Fox se soit pratiqué une trachéotomie. Vous pensez qu'il a pu s'enfoncer ça dans la gorge? Dans la trachée, plus précisément. Ça lui a permis de continuer à respirer alors que la corde lui serrait le cou. C'était insoupçonnable. Mais d'habitude, quand on pend un condamné, le cou est censé se rompre quand on l'exécute. Au niveau de la vertèbre C2. Comment Fox a pu y survivre, même s'il s'était fait une trachono... Effectivement, le cou de M. Fox ne s'est pas rompu sous le choc. Ce n'est pas une coïncidence. On devrait parler au bourreau, vous ne croyez pas? À Theodore Pleasant, oui. C'est un vieil ami de l'inspecteur Brackenreed, vous le saviez? Non, j'ignorais qu'ils se connaissaient. Merci. Vous parlez sérieusement? Théo aurait saboté l'exécution pour qu'un assassin s'évade? J'aurais dû me rendre directement chez lui, mais comme il est de vos amis, j'ai pensé que vous voudriez venir avec moi. Et comment? Depuis 20 ans, il n'a jamais salopé une seule exécution. Murdoch, on a de la visite. Je vous mets au parfum. L'inspecteur MacDonald est un crétin fini, mais c'est le procureur qui mène la danse. Ce gars peut nous en faire baver si on se rate sur cette affaire. Je vous rappelle que Fox a poignardé le juge qu'il avait condamné au bagne. Il n'hésitera pas à tuer d'autres personnes innocentes si ça lui permet de s'échapper. On fait surveiller toutes les gares, tous les docks et aussi les hôpitaux de la ville. Fox ne peut pas aller bien loin. Admettons. Comment un crétin fini comme Fox a trouvé le moyen de survivre à la pendaison? Quelqu'un a dû l'aider. Il faudrait interroger le bourreau, non?
Oui, ce serait une bonne idée. Excellente suggestion. Inspecteur MacDonald, vous qui connaissez Fox, une idée de l'endroit où il a pu aller se terrer? Oh, il fréquentait une drôlesse. La prostituée? Non, il ne retournerait pas chez cette fille. Pas après la façon dont elle a démoli son alibi au procès. Elle affirmait que Fox se trouvait avec elle quand Meade a été tué, mais elle confondait les dates, bafouillait, s'embrouillait. Comme Fox devait assurer lui-même sa défense, il n'a pas su quoi dire pour réparer la casse. Pourrais-je savoir quel est son nom? Oh, elle s'appelle Myrtle Smith. Myrtle Smith? Myrtle Smith? J'ai rien fait, je le jure. Mais je vous dis que j'ai rien fait. Hey, pas de touche à la dame, tête de pois chiche. Sauf si tu m'allonges ton fric. Mademoiselle, que faisiez-vous dans cette malle? Je me cachais, figurez-vous. Au cas où Cécile se repointerait ici. Monsieur Fox est venu? Il y a combien de temps? Pas très longtemps. Il a déboulé avec ce trou béant dans la gorge. J'étais morte de terreur. Je lui ai dit, Cécile, pourquoi t'es pas mort? Et ça l'a fichu en rogne. Fox devait saigner abondamment. Il a tenté de s'éponger avec ça. Mademoiselle Smith, avez-vous aidé Fox à échapper à la corde? Moi? J'accomplis parfois des miracles dans un lit, mais ça, c'est trop me demander. Est-ce que Monsieur Fox vous a dit où il avait prévu de trouver refuge? C'est pas un grand futé, ce pauvre gars. Il fuit comme un lapin. George vous posterait un homme dehors au cas où Monsieur Fox reviendrait? Oui, monsieur. Merci, mademoiselle. Bonne journée. Théo? Théo? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'orage? Non. Ta porte était ouverte? Je suis à toi tout de suite, mon bon. Je peux t'offrir une petite goutte de gin? Je dois en avoir en réserve quelque part. Monsieur Pleasant? Inspecteur William Murdoch, asseyez-vous, je vous prie. Monsieur Pleasant. C'est inutile de me poser la question. Non, je ne vois aucune explication à ce fiasco. Fox aurait dû mourir. Je suis vexé et dépité qu'il n'en soit rien. Murdoch, vous permettez? C'est toi l'expert, alors explique-moi. Que dire? Il y a parfois des gens qui ont la vie dure. Mais même si ce gars avait un coup aussi épais qu'un taureau, je les décroche au bout de 10 minutes. À défaut d'autre chose, il aurait dû mourir étranglé. Nous pensons que Fox s'est enfoncé un tube de métal dans la gorge pour pouvoir respirer. Oui, drôle d'affaire. Avant chaque exécution, je vis avec des nœuds à l'estomac. Mais je les traite tous avec dignité. Je ne les juge jamais. Après, pour eux, tout est fini. Mais pour moi, c'est une autre histoire. Je crois que votre ami traverse des moments difficiles, monsieur. C'était un bon copain et un excellent père de famille. Comme personne ne voulait du poste et qu'il fallait quelqu'un, il est devenu bourreau. Et puis tout a dérapé il y a peu de temps. Le petit verre du soir s'est transformé en ce que vous avez vu. Sa femme a jeté l'éponge. Elle est partie à Halifax avec ses filles. J'admire votre loyauté envers lui et je compatis à sa situation. Murdoch, sa réputation, c'est tout ce qui lui reste. Et je ne l'imagine pas trempé dans l'évasion de Fox. C'est peut-être son assistant, ce Catchpole. Voilà ce qui se produit quand la corde est trop longue. La cafetière prend le large. Je suis perplexe. Si l'apprenti est un des suspects, pourquoi lui permettre de faire cette démonstration? Et s'il fait un faux pas, votre savoir médical me sera des plus utiles. Oui, sans doute, mais c'est éprouvant de se trouver ici. L'opinion publique est en faveur de la peine capitale.
Vous ne pouvez pas approuver un tel châtiment alors qu'il y a de multiples erreurs judiciaires. Je comprends et partage votre réserve. Mais mon rôle est de faire respecter la loi. D'un autre côté, quand la corde est trop courte pour le client, le cou ne se rompt pas. Vous devez rester là à attendre. Plus il se tortille et plus les choses durent. Il y en a qui se débattent comme des malades. Monsieur Catchpole, j'ai étudié les tables de correspondance de Marwood. Ces calculs sont extrêmement précis. Oh oui, ils tiennent compte de tout. Il faut adapter la hauteur de la chute en fonction de la taille et du poids du ou de la condamnée pour que le cou se rompe correctement. Et Monsieur Pleasant s'est servi des calculs de Marwood? Oui, on a suivi le protocole. Il a pesé Fox la veille de la pendaison. Il faisait très précisément 86 kilos. La table de correspondance disait 2,50 m de corde pour 86 kilos de poids. Mais Fox avait un cou de taureau, alors M. Pleasant a ajouté 20 cm à la longueur de base. 2,70 m. Ce qui faisait 2,70 m. 2,70 m. Comme toujours, M. Pleasant y a suspendu des sacs du même poids que le prisonnier pendant 12 heures. C'est pour être sûr que la corde ne s'étire plus. On ne veut pas de rebond. Sûr que non. On ne veut pas rater notre client. Le client? Oui, madame. On a du respect pour ces pauvres bougres. Et pour finir, Monsieur Pleasant a marqué les 2,70 m sur la corde avec du fil de cuivre. Ensuite, on était prêt. C'est la corde que Monsieur Pleasant a utilisée pour Fox? Non, monsieur, celle-là, il l'a remise dans le coffre d'exécution A. Mais il n'y a que Monsieur Pleasant qui en ait la clé. Le coffre A. Ce bout de chanvre va valoir une fortune maintenant. Docteur? Le fil de cuivre qui marque la longueur de chute est situé à 2,70 m. Oui, quand Monsieur Pleasant dit 2,70 m, c'est 2,70 m. Donc pas d'erreur sur la longueur de la corde. Les vertèbres auraient dû se rompre. Ah. Regardez, docteur. Il y a un bout de cuivre sur la corde. Un morceau du même fil de cuivre qui a été utilisé pour marquer la longueur. Voyons ça. Le corps serait tombé de 1,80 m, d'où le cou intact. Et la trachéotomie lui permettait de survivre à la strangulation. Ce n'est pas possible. Seul Monsieur Pleasant a eu la corde en main. Une conclusion s'impose. Monsieur Pleasant a... Laissez un assassin s'évader. Pourquoi j'aurais détruit ma réputation pour un moins que rien comme ce Fox? Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu l'as fait. Sur la corde, il y avait un bout de cuivre marquant 1,80 m. J'avais espéré que tu fermerais les yeux, Thomas. Je pensais que tu respecterais notre amitié. Oui, j'ai épargné Fox. Je l'ai sauvé pour une simple raison. Ce n'est pas lui qui a assassiné le juge Meade. Cecil Fox, qui a été jugé et condamné pour meurtre, est innocent? Et tu te bases sur quoi? Une vague intuition? C'est plus que ça. J'ai vu qu'il l'était, en le pesant et en le mesurant pour le pendre. C'était là, dans ses yeux. Vous croyez que je l'ai fait, mais je suis innocent. Avez-vous déjà regardé les yeux d'un condamné à mort, inspecteur, comme moi je le fais au moment final? Non, mais... Souhaitez que ça ne vous arrive jamais. J'ai envoyé 155 hommes à la mort. Vous croyez que je ne sais pas reconnaître un innocent d'un vrai coupable? Comment est-ce que tu peux espérer qu'on te croie sur parole Ça alors que... s'était déjà produit une fois. Comment ça? Il y a 2-3 mois. Avec un jeune homme, Michael Workentin. Workentin. On l'a pendu parce qu'il avait étranglé sa bonne amie. C'était ce condamné, oui. C'est ce jour-là que ça a basculé.
C'est ce que j'ai jamais pu dire à ma femme. Je ne l'ai pas tué. Pas tué. Je vous en prie, vous devez me croire, jamais je n'aurais. Et moi je l'ai cru, mais pourtant je l'ai vite passé à la trappe. Je suis doué pour ça. Mais c'était seulement une vague impression. C'est ce que je me disais moi aussi, jusqu'à ce que Freddy Duckworth soit pendu le mois suivant. Duckworth était un vicieux pourri jusqu'à la moelle. Il avait découpé une pauvre vieille à Etobicoke. Qu'est-ce que ça te fait de pendre un innocent? Ça ne prend pas avec moi, Freddy. Il n'y a pas plus coupable que toi. Je parle pas de moi. Je parle de Workington, le gamin que t'as exécuté. C'est moi qui ai étranglé cette fille. Alors qu'est-ce que ça te fait de le savoir? Un gros. Maintenant, chaque nuit, j'envoie Michael Workington se placer sur la trappe, suppliant qu'on l'épargne. Et j'éprouve une peur sans nom qui me rend fou. J'ai ressenti la même chose devant Cecil Fox. Le même sentiment que j'avais eu avec le jeune Workington. Je m'étais juré que plus jamais je ne revivrais ça. Et vous êtes devenu le complice de Fox. Je lui ai montré comment utiliser le tube pour pouvoir respirer. J'ai raccourci la corde, mais après il s'est débrouillé tout seul. Thomas, maintenant que tu connais mon secret, on a droit à un petit verre en récompense. Pas étonnant qu'il ne tienne plus le coup. Il semble réellement convaincu de ce qu'il a dit. Mais même s'il a raison, il sera inculpé faute de preuves matérielles innocentant Cecil Fox. Faute de preuves matérielles. Vous n'êtes pas en train de suggérer. J'entends d'ici ce brave Dillard. Vous voulez rouvrir l'affaire Meade parce qu'un exécuteur éméché joue les Madame Irma? Monsieur! Vous le soutenez, Murdoch? Je reste ouvert à toutes les hypothèses. Écoutez bien, j'ai inculpé Cecil Fox parce que je n'avais aucun doute sur sa culpabilité. Le juge et les jurés n'ont eu aucun doute. D'accord, mais... Procédons par ordre. Commençons par son alibi. Fox était avec Myrtle Smith. Le témoignage de cette femme était si confus qu'il a scellé le sort de Fox au lieu de l'innocenter. Le mobile, direz-vous? Les 6 années que Cecil Fox venait de passer enchaîné dans un bagne sordide grâce au juge Enoch Meade. Je sais, j'admets que nous avons peu de choses Les circonstances? Cecil Fox a été vu rôdant devant le tribunal le jour où le juge Meade a été tué. Et plusieurs personnes ont entendu des bruits de dispute. De dispute entre Fox et le juge? Non, les jurés avaient suffisamment d'éléments, ils ont su en tirer les conclusions. Conclusion que vous leur avez soufflée. C'est mon rôle, il me semble. Inspecteur Brackenreed, je vous suggérerais de mettre votre vieille amitié pour Theodore Pleasant de côté et d'agir un peu plus comme un représentant de l'ordre. Enoch Meade a été poignardé par Cecil Fox, j'avais juré d'envoyer son meurtrier à la potence et c'est exactement ce que j'ai fait. Cette affaire est close. Oui, monsieur. C'est noté. Fort bien. Je vais préparer sans plus attendre le dossier d'inculpation de Pleasant. Et s'il vous plaît, trouvez où se cache Cecil Fox. Au revoir, monsieur. Vous voulez toujours que je rouvre l'affaire Meade? À votre avis? Higgins, vous êtes là? Allez-y, entrez. Du thé et des beignets. Je bénis votre bonté d'âme. Pas de signe de Fox? Non, c'est morne depuis que je fais le guet. Je me suis mis à penser aux exécutions. Oh, c'est morne à ce point? Je suis sérieux. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on sait que sa vie s'arrêtera un jour bien défini? Je sais que j'aimerais que ce soit soudain et ne pas me rendre compte. Comme ma tante Bégonia, elle riait et elle est morte. Elle est morte de rire. Mon oncle Calvaire est tombé en triant une vache et elle est morte en riant. Elle a eu une fin joyeuse? Il faut croire. J'aurais une fin heureuse si je mourais en m'étouffant avec un de ces gâteaux. Ils sont bons. Savez-vous que c'est à une vache qu'on doit les baigner? À une vache?
Une vache dénommée Marguerite. Elle a renversé de l'huile bouillante, il y avait une boule de pâte à pain à côté, et ça a donné des beignets. Ah oui? C'est un fait attesté, je vous le dis. Où est-ce que vous sortez ça? C'est fou d'être aussi sceptique. Tout le monde sait très bien que c'est à une vache qu'on doit les baigner. Allez, à tout à l'heure. À moins que je confonde avec une chèvre. Hein? Après réflexion, c'était une chèvre, je crois. Ah ouais. Meade rentrait chez lui par son chemin habituel ce soir-là. De King Street, il coupait par une ruelle et c'est là que Fox l'a rattrapé et tué. On n'a trouvé aucun témoin? Non, il aurait fallu qu'il y en ait pour qu'on en trouve. J'en prends bonne note. Vous jouez avec mes nerfs, c'est ça? J'ai fait preuve de bonne volonté jusqu'ici. Je vous ai fourni mes dossiers, non? Et j'apprécie le geste. Mais moi, non. Voir que les gens mettent en doute mon enquête, je n'apprécie pas ça du tout. Il est écrit ici que Fox disait avoir reçu un mot de convocation du juge Meade le jour même où le meurtre a eu lieu. Le fameux mot du juge, oui. Fox prétendait que Meade voulait le voir au tribunal, mais que le mot ne disait pas pourquoi. Fox se serait rendu au palais pour ça, et non pour lui faire payer ses 6 années de bagne. Mais oui, bien sûr. Où est le mot du juge Meade? Il n'y en a jamais eu. Non. Fox était venu de sa propre initiative au palais parce qu'il avait fait du juge sa bête noire. C'est dur à admettre. Donc Fox a admis qu'il avait bel et bien vu le juge le jour même de son meurtre. Non. Le juge était parti quand il est arrivé. Voilà ce qu'il soutenait. Le rapport du légiste? Un coup de poignard dans le cœur. C'est le vieux Philpott qui l'a autopsié. Le docteur Francis Philpott? Il est à la retraite. Ça lui plaît de rester dans le bain. C'est bien de pouvoir s'y replonger en amateur. Oui. Il me semble-t-il que le corps de Meade soit exhumé et réexaminé par le docteur Ogden. Faites-vous donc ce plaisir. Fox était votre unique suspect. Le seul qu'il me fallait puisque c'était lui le coupable. Oui, mais... Il y avait un autre type. Il envoyait des lettres d'insultes après l'exécution de son fils. Cet autre homme, de qui s'agit-il? Oh, Workentine. Joe Workentine. Monsieur Workentine, avez-vous envoyé des lettres de menaces au juge Enoch Meade après l'exécution de votre fils Michael? Oui. Est-ce parce que le juge Meade l'avait condamné au gibet? Non. J'ai fait ça parce que Meade voulait à tout prix sa tête. Il se moquait bien des preuves. Comment ça? Michael ne s'était pas rendu chez cette jeune fille ce soir-là. Mais le dernier jour du procès, tout à coup, il y a eu un nouveau témoin, sorti de nulle part. Elle disait avoir vu Michael et son ami se quereller. Et Michael lui serrait le cou. Je vois. Un témoignage aussi accablant à la dernière minute, c'est assez suspect. Et l'avocat de Michael a bien essayé de le souligner. Mais le juge Meade a laissé la fille témoigner. Tout ce qu'elle a dit, ce n'était que des mensonges. Vous vous rappelez son nom? Oui, Agatha Meldrum. Monsieur Workentine, où étiez-vous le soir où le juge Meade s'est fait tuer? Moi? De service à la caserne numéro 3. Higgins! Nom d'un chien, ça vous fait rire? Oh, vous m'avez fichu la trouille! Monsieur le juge, je parie que ce mois passé sous terre n'a pas arrangé votre santé. Vous ne vous redresserez pas pour me sauter dessus. Ah, bon Dieu. Murdoch! J'ai reçu un appel d'un inspecteur MacDonald. Il paraît que vous fouillez dans un autre de mes dossiers. Pardon? L'affaire Workentine?
Oh, nous avions seulement besoin de vérifier l'alibi de Joe Workentine pour le meurtre du juge. À propos de ce dossier, puisque vous avez abordé le sujet, on a discuté avec Joe Workentine. Il a dit et redit qu'on avait piégé son fils. Une absurdité. Votre dossier contre Michael Workentine se présentait mal, jusqu'à ce que vous trouviez à la toute dernière minute un témoin jurant avoir vu Michael tuer la jeune fille. Coup de bol? Juste le fruit de notre zèle. Agatha Meldrum refusait de venir à la barre. Il nous a fallu du temps pour la persuader de déposer devant la cour. À quoi jouez-vous à la fin? Vous œuvrez pour que Fox fasse appel? Nous sommes consciencieux, c'est Vous tout. laissez entendre que j'ai envoyé non pas un, mais 2 parfaits innocents à la potence? Par Saint-Georges! J'ai pour moi mes états de service. Je n'hésiterai pas à me battre pour défendre ma réputation, et ce même aux dépens de la vôtre. Nous voilà fixés. Certes. Mais qu'est-ce qui a pu leur... Captain, où est passé votre froc? Cécile Fox a volé mon uniforme, monsieur. Je me suis laissé surprendre. Higgins m'a retrouvé inconscient. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Donné un indice sur l'endroit où il allait? Non, rien du tout. Eh bien, inspecteur, vous croyez toujours que Fox est innocent? Higgins, passez le mot à tous les autres postes. Oui, monsieur. Et vous autres, arrêtez de bailler aux corneilles. Bougez-vous. Georges, est-ce que ça va? Je suis mortifié. En prenant mon pantalon, il m'a enlevé toute dignité. En plus, j'ai pris un coup de froid au niveau des genoux et je boite. Procurez-vous un autre uniforme. Fox pourrait ne pas s'être éloigné. Oui. Pourquoi Fox aurait besoin d'un uniforme d'agent de police? Monsieur? C'est Dillard qui avait raison. Fox n'a rien d'un innocent et Théo est vraiment le pire des ânes. Monsieur Fox. Vous devez m'arranger ça. C'était la dernière porte. Oui, Si vous essayez d'appeler, je vous tue. vous m'étouffez. Étouffé, c'est à moi que vous dites ça. Lâchez-moi, je n'essaierai pas de m'échapper. Vous avez besoin de soins et je ne peux rien faire si vous me retenez. Vous croyez que je vais vous faire confiance, docteur? Votre client, c'est celui à qui je pense. Le juge Mead, oui. Vous vous êtes croisés? J'ai pas tué Steve. J'ai seulement voulu dire quand il vous a condamné au bagne. Drôle de pourriture. Pourquoi il est là? La police semble croire que vous pourriez être innocent. N'essayez pas de m'avoir, docteur. Contentez-vous de soigner ma plaie. J'ai raconté à Higgins l'histoire des beignets. Il ne voulait pas croire que c'est grâce à une vache qu'ils ont été créés. Mais tout le monde le sait. Tout le monde excepté Georges. Henry Higgins. Ah, attendez, je reviens. C'est Higgins. Oui, monsieur. Où avez-vous eu cet uniforme? Je l'ai emprunté à Malone, la demi-portion. Pourquoi? Et si Fox fuyait comme un lapin, comme Myrtle Smith l'a dit, pourquoi est-il encore à Toronto? Par nécessité, d'après moi. Il doit faire soigner sa blessure au cou. Mais voilà, on surveille tous les hôpitaux de la ville. En plus, sans argent, il n'irait pas bien loin. Alors je me demande si Cécile Fox n'a pas volé mon uniforme pour se déguiser en agent, avec l'intention de se lancer dans une série de vols audacieux, des attaques de banque en plein jour. C'est une hypothèse intéressante, mais un uniforme se remarque plus qu'une autre tenue. Ou alors Fox avait seulement envie de venir ici pour déjeuner avec les petits gars. Vous avez peut-être raison. Grâce à votre uniforme, Cécile Fox peut aisément aller et venir dans un poste aux alentours. Et juste en face du poste numéro 4 se trouve la morgue et un médecin que Fox connaît bien. Ce truc s'annonce et ça me fait un mal de chien. Les chairs sont très infectées, il faudrait vous... Laissez-le sonner. Mais... D'accord. Vous devez aller à l'hôpital. Non, la police surveille tous les hôpitaux. Bien, à votre guise, enlevez votre veste et votre chemise.
Vous avez mal? Je me suis démoli l'épaule droite quand j'étais au bagne. Ça fait très longtemps que je traîne ça. Ah oui? Laissez-vous aller. Mais à quoi est-ce que... Vous me refaites ce coup-là et je... Vous me tuez, je sais, Monsieur Fox. Julien, tout va bien? Ouvrez-nous! Encore un pas, et je la saigne. Monsieur Fox, lâchez-la, nous ne vous voulons qu'un mal. C'est ça, vous allez me ramener pour qu'on m'exécute? Où est le mal? Monsieur Fox, s'il vous plaît, j'insiste. Tout le monde se calme et se tait. J'ai examiné la plaie sur le torse du juge Mead. L'angle de pénétration du couteau me permet de conclure que l'assassin a levé le bras au-dessus de sa tête pour porter son coup et qu'il était droitier et non gaucher. Quoi, mais je suis droitier. Oh nom du ciel, de quel côté êtes-vous? Votre bras droit, levez-le. Il est coincé. Oui, c'est bien la question. Il a l'articulation de l'épaule droite bloquée. Et d'après mon examen, il y a des mois qu'il souffre de ça. Par conséquent, Monsieur Fox a été jugé et condamné à être exécuté pour un crime qu'il n'a pas pu commettre. Messieurs, il apparaît qu'indubitablement, nous avons évité une terrible erreur judiciaire. Et ce, grâce à vous deux. Si j'avais bénéficié de la compétence d'un légiste comme le docteur Ogden... Le fautif, c'est le docteur Philpott et son autopsie bâclée pour vous. Et les efforts maladroits de Myrtle Smith. Elle tenait tant à fournir un alibi à Fox qu'au final, elle paraissait mentir pour l'aider. Ajoutez à ça que Fox était connu pour ses violences dans le passé. Que pouvais-je croire? Que va devenir Theo Pleasant? Il devra malheureusement être relevé de ses fonctions. Vous comprenez pour quelle raison. Mais il est libre. Je vais abandonner les charges. Mais il reste une question en suspens. Qui a tué le juge Mead? Ah oui, c'est votre priorité. J'ai peur que ce dossier n'ait été faussé dès le début de l'instruction. Nous étions si sûrs que le coupable était Fox. Peut-être que si nous avions eu plus de temps pour rassembler des preuves, je compte sur vous pour réexaminer les faits. Nous ferons mieux, monsieur. Bien, c'est parfait. Fox a été pris en charge à l'hôpital de Bond Street? Oui, monsieur. J'ai des excuses à lui présenter. Et dites à Monsieur Pleasant que je passerai lui rendre visite quand il sera rentré chez lui. Au revoir, messieurs. Je vais demander qu'on recherche d'autres indices dans le bureau du juge. Qu'est-ce que c'est, Murdoch? Vous connaissez la logique symbolique du mathématicien John Venn? À votre avis? Oui. Je vous explique. Selon ces théories, la relation entre deux ou plusieurs ensembles d'éléments, quels qu'ils soient, peut se représenter par cette zone de chevauchement au centre du diagramme. Emballez votre logique, machin chose, et dites-moi ce que vous faites. J'essaie de trouver le lien entre l'affaire Workington et l'affaire Cecil Fox. Si quelqu'un d'autre est coupable du meurtre du juge Mead, il se pourrait qu'il ou elle se cache dans cette zone. Oui, bon. J'ai là tous les indices que l'inspecteur MacDonald avait recueillis dans le bureau du juge. Ça va peut-être nous aider. Pas de relevé d'empreinte, aucun cheveu, pas la moindre fibre, aucune note. Un single malt écossais, pas donné. Le carnet de rendez-vous de Mead. Alors? Les dernières dates. Le juge avait rendez-vous au Lion à 8h du matin, 2 jours avant sa mort. Le Lion est le pire des coupes-gorges de Church Street. Pourquoi un juge y serait allé? Inspecteur, nous avons fouillé le bureau du juge ainsi que vous l'aviez demandé. MacDonald a pu laisser passer des indices. En fait, ça a tout l'air d'être le cas. Nous avons trouvé tous ces échantillons de fibres et de cheveux et plusieurs empreintes sur le siège réservé aux visiteurs, ainsi que toutes sortes de débris. Mais ce qui me semble très intriguant dans ce qu'on a récolté, c'est ce morceau de verre. Nous l'avons trouvé coincé entre le mur et la bibliothèque du juge. L'inscription me dit quelque chose. George, rendez-vous chez Monsieur Pleasant avant qu'il ne rentre chez lui. Monsieur, nous avons un problème. Regardez, voici le morceau de verre qu'on a trouvé dans le bureau de Mead. Et ici, nous avons la bouteille de gin que George nous a rapportée du domicile de Monsieur Pleasant. Où est-ce que vous voulez en venir?
Et à ceci, vous l'avez remarqué, le juge Mead buvait du whisky single malt d'un prix élevé, non du gin pas cher. Et nous avons relevé cette empreinte sur le bout de verre trouvé dans le bureau du juge. Voici une autre empreinte, une empreinte relevée sur la bouteille de gin provenant du domicile de Theodore Pleasant. C'est celle de votre ami. Nom d'un chien. C'est Théo qui est venu au tribunal s'engueuler avec Mead le jour où il est mort. Un fait que M. Pleasant a choisi de passer sous silence. Il disait que c'était en voyant son regard qu'il avait su que Fox était innocent. Ça me paraissait difficile à admettre. Je pense qu'il savait pertinemment que dans cette sombre affaire, M. Fox était innocent. Simplement parce que c'était lui qui avait tué le juge Mead. Monsieur Pleasant. C'est bon, entrez. Vous arrivez à temps. Pose cette bouteille. Nous avons des questions. Des questions? Oui. Pourquoi nous avoir caché que vous vous étiez disputé avec le juge Mead? Si j'avais dit que je m'étais rendu là-bas ivre d'alcool et de rage, qu'est-ce que tu aurais pensé? Ce que tu penses maintenant? Monsieur Pleasant, avez-vous tué le juge Mead? Je suis innocent. Je pense le contraire. Vous vous êtes rendu à son bureau, vous l'avez Pour interpellé. lui dire que Freddy Duckworth m'avait avoué le meurtre pour lequel le jeune Workington avait été pendu. Pour qu'il sache qu'il avait condamné un innocent et qu'il m'avait obligé à tuer ce pauvre gars. J'avais besoin qu'il le sache, mais ça ne semblait pas l'atteindre. Oui, le ton est monté. Il se peut que je lui ai balancé cette bouteille. Merde, regarde-toi. On dirait que tu t'en fous. Tu t'es disputé avec le juge Mead le jour de sa mort. Ce jour-là? Non, c'était une semaine avant, pas le jour de sa mort. Ton assassin, c'est pas moi, Thomas. Murdoch. S'il est allé voir Mead une semaine avant le meurtre, ça ne tient pas la route. Il nous a déjà menti Mais plusieurs fois. réfléchissez-y 2 minutes. Si Théo n'est pas allé dans le bureau du juge le jour du meurtre, alors qui y est allé? Il nous reste qui? Peut-être la personne que le juge avait rencontrée au Lyon 2 jours avant d'être assassiné. Il faut suivre cette piste. Croyez-moi, Theodore Pleasant n'a tué personne. Alors? Apparemment, le Lyon n'ouvre ses portes qu'à midi. Mais selon l'aubergiste, le juge est bien venu ce jour-là à 8h. 8h du soir, avec une jeune femme. Ah, sa poule, je suppose. Je ne pense pas, non. L'aubergiste affirme qu'il n'avait pas l'air de se connaître. Mais il y a eu des éclats de voix juste avant le départ de la fille. Elle, c'est qui? Il l'ignore. Question. Pourquoi est-ce que le juge Mead avait écrit 8h du matin si le Lyon n'est pas ouvert le matin? Mais bien sûr. J'aurais dû le voir tout de suite. Regardez, il y a une virgule après le 8. AM, ce n'est pas antéméridien, mais tout simplement... Des initiales. Agatha Meldrum. Le témoin de dernière minute dans l'affaire Workington. Le juge Mead voit Agatha quelques jours après son altercation avec Pleasant. Il pensait peut-être que Michael Workington était innocent. Mead interroge la fille, il veut savoir pourquoi elle a dit avoir vu Workington étrangler son ami. Et le juge n'a pas dû apprécier ses réponses, sinon le ton ne serait pas monté. Mead devait remettre en cause les déclarations qu'elle avait faites au procès. La transcription des débats nous éclairerait. Foutaise. On va convoquer Mademoiselle Meldrum pour en discuter. Inspecteur, Agatha Meldrum a donné son congé à son logeur le lendemain de sa rencontre avec Mead. Elle n'a pas laissé sa nouvelle adresse. Qu'est-ce que c'est? La transcription du témoignage de Mademoiselle Meldrum au procès de Workington. George, Myrtle Smith vous a appelé comment? Attendez, c'était pas quelque chose de courant. Pas une injure, non, plutôt une image. Mais assez dévalorisante et blessante. Ça voulait dire sans cervelle. J'y suis, tête de pois chiche. Regardez. Pas touche à la dame, tête de pois chiche. Qu'est-ce que tu racontes, tête de pois chiche? C'est la tête de pois chiche que j'ai vu étrangler cette pauvre fille, Michael Workington. Donc, Agatha et Myrtle sont une seule et même personne. Autant que je sache, je dirais qu'Agatha Meldrum est partie de Toronto et Myrtle Smith n'est pas Agatha. J'ai un rendez-vous, vous m'excuserez? Myrtle Smith est assurément une personne fort peu recommandable.
Les 9 dernières fois où la police l'a arrêté pour différents délits mineurs, votre bureau a renoncé aux poursuites. Oui, faute de preuves flagrantes. 9 fois, rien de moins. Le fait est qu'elle vous est redevable et exécute vos ordres. Une fois, c'est Myrtle Smith. Et l'autre, Agatha Meldrum, ou ce que vous voulez qu'elle soit. Un témoin clé à votre disposition. Pour une condamnation garantie. Hein, Dillard? Vous n'êtes qu'une pourriture. Vous avez sciemment envoyé 2 hommes innocents à la potence. Je n'ai jamais fait ça. Votre dossier contre Michael Workington ne tenait pas. Vous avez fait intervenir Myrtle Smith qui a prétendu être un témoin sous le nom d'Agatha Meldrum. Ces déclarations ont conduit Michael Workington au gibet pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Tout allait pour le mieux. Jusqu'à ce qu'un autre condamné, Freddie Duckworth, avoue au bourreau le crime pour lequel Michael Workington avait été pendu. Pleasant en parle à Meade. Meade interroge Agatha Meldrum. Elle vient vous dire que le juge suspecte vos agissements. Mais non, je vous assure... Plus le choix, vous êtes dos au mur. Le juge Meade doit mourir avant qu'il dénonce vos manœuvres. Alors maintenant, vous m'accusez aussi de meurtre? On nage en pleine folie. Rasseyez-vous. La première étape, c'était de piéger Fox. Vous lui avez envoyé Myrtle Smith pour qu'elle le séduise et lui fournisse un alibi qui ne tienne pas et le fasse condamner. Mais il fallait qu'on voie Fox se balader dans le tribunal le jour où vous aviez prévu de tuer Meade. Vous avez fabriqué ce mot signé du juge Meade pour que Fox vienne à son bureau et que des gens puissent en témoigner. Et vous avez fait en sorte d'avoir une violente dispute avec le juge pour que tout le monde vous entende. Puis vous avez chargé Myrtle Smith de détruire le mot pour que Fox ait l'air idiot devant les jurés. Et il a fait un coupable idéal, jusqu'à ce que les examens du docteur Ogden nous démontrent son innocence. Vous vous êtes affolé. Et vous avez placé une preuve incriminant Pleasant dans le bureau du juge. Vous auriez laissé pendre Pleasant pour votre crime. Vous en avez fini avec ce compte à dormir debout? Je vais m'assurer que cette affaire sera pour vous la dernière. En êtes-vous bien conscient? C'est quoi ça? Mes hommes l'ont trouvé dans votre corbeille. Il y a vos empreintes dessus. Nous avons reconstitué la bouteille à partir des débris, mais il manquait un morceau qui lui aussi portait vos empreintes, le fragment que vous avez placé dans le bureau du juge Meade. La justice est là pour protéger la société. Mais combien de fois échoue-t-elle à débarrasser les rues des criminels les plus dangereux? C'en était trop à la fin. J'en avais assez, il fallait que ça s'arrête avec l'affaire Workington, mais le juge Meade était un homme faible. J'ai décidé d'agir, de me sacrifier pour le bien de tous. Vous vous en rendez compte? Je vais prendre soin de vous. Je vous promets une mort rapide et sans souffrance. Le Notre Père. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Dieu m'accordera son pardon. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Entrez. Théo? Il y a du changement? Tu tournes la page? Ah, bonjour Thomas. Regarde, à ton avis, 3 semaines et pas une seule goutte. C'est vrai? Et tu te sens mieux? Non, même pire qu'avant. Mais c'est un début. On vient d'exécuter Dillard. J'ai un bon remplaçant. La tête s'est arrachée. Ah, c'est un sale boulot de pendre les gens, Thomas. Le condamné meurt une fois, rien qu'une, mais l'exécuteur meurt à chaque fois, lui. Pauvre Catchpole. Au moins, toi, tu n'auras plus à porter ce poids. Ça te marque pour toujours. Mais j'étais un bon bourreau. J'en ai fait souffrir aucun.
Et tu peux en être fier. Oui. Julia? Je viens de procéder à l'autopsie du procureur Hershey Dillard. Tout est en ordre? Loin de là, Gideon Catchpole a bâclé son travail. La corde était trop longue. Oh. Vous n'avez jamais eu de doute sur les choix que vous avez faits. Sur ce que nous faisons chaque jour. Oui, je l'admets, il y a un prix à payer, c'est parfois éprouvant. Mais nous devons l'accepter. Ah oui, nous le devons.